Pour la première fois de la saison, le Belgian Racing Car Championship a fait escale sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de Spa Euro-Race. Et une fois n'est pas coutume, c'est le BRCC Endurance qui a ouvert le bal le samedi en début de soirée, avec au programme une joute de 180 minutes marquée par des conditions météorologiques typiquement spadoises. Une violente averse s'étant abattue sur Francorchamps peu avant le départ. C'est typiquement Spa avec de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. On connaît par cœur. Tout le monde va partir en pneus pluie, mais je pense qu'on chaussera très vite des slicks. Une fois encore, c'est l'Aston Martin Vantage GPR de Tim Verberg, Bertrand et Damien Dupont qui avait signé la pole position. Le bolide britannique étant candidat à une nouvelle victoire après celle décrochée à Dijon. Ça promet en effet d'être compliqué car il fait très chaud, il a cessé de pleuvoir. On ne sait pas combien de temps cela va prendre pour sécher avant que nous passions pneus slick. C'est le grand défi pour tout le monde. C'est donc sur une piste détrempée mais sous un soleil retrouvé que le départ était donné sous la conduite de Tim Verberg avec dans son sillage l'Audi de Longin, la Porsche de Bouville, la Dodge de Van Oudonk et l'Aston de Schmetz qui allaient commettre deux petites erreurs durant le premier tour. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la Porsche 911 Super Cup de Dylan Derdal, Chris Matheus et Kenneth Heyer, qualifiés en 6e position et bien sûr candidate à une nouvelle victoire en GT Cup, voire davantage. Avec un temps d'immobilisation obligatoire de 8 minutes 45 secondes, l'Aston Martin Vantage GPR avait tout intérêt à se forger rapidement une avance la plus conséquente possible. Sauf que sur cette piste mouillée, le bolide britannique ne parvenait pas nécessairement à faire la différence, conservant certes les devants, mais sans s'envoler. Alors que le cap des 20 minutes n'était pas encore atteint, la Ferrari 458 Challenge de la Scuderia Monza était la première à s'immobiliser pour chausser des pneus slicks, un choix osé sur une piste encore mouillée. En fait, nous n'avons pas encore d'expérience de la voiture sous la pluie, ce qui signifie que nos pneus pluie n'étaient sans doute pas les meilleurs dans ces circonstances. Nous sommes donc repassés très tôt en slick car la piste est en train de sécher. On n'avait rien à tirer des pneus pluie, on a opté pour des slicks. Si la Porsche Belgium Racing numéro 99 de Derdal, Matheus et Heyer menait les débats en GT Cup durant les premiers tours, Koen Wouters sur la 8 du clan Mext Racing passait rapidement à l'offensive, prenant le meilleur et les rênes de la catégorie. En tourisme pro, si les CA 33 et 4 des équipes Team Allure et Pro Speed Competition dominaient le début de course, on notait les grands débuts de cet autre Seat Leon Supercopa en provenance des Pays-Bas. Alignée par le Bascouton Racing, elle était confiée à Gijs Bessem et Harry Hilders. C'est juste dommage que nous ayons dû monter en piste si tôt, car un quart d'heure plus tard, nous aurions pu directement chausser des pneus slick. La piste sèche très vite et les changements de pneus s'imposaient. Au début, c'était un peu limite, mais au fil des tours, on s'y fait, on adopte le bon rythme et comme le circuit est de plus en plus rapide, on peut commencer notre remontée, car on a dû partir dernier, étant donné que notre boîte de vitesse a cassé lors des essais. Du peloton de tête, c'est l'Aston Martin des BRS 9 GPR de Pierre Griffny et Michael Schmetz qui était la première à rencontrer des ennuis. Elle allait renoncer avant même le cap de la première heure suite à un problème d'allumage. Nettement plus sérieux, la Ginetta G50 GT4 à Sturcar de Marc Jonkers sortait de la piste pour le compte au raccordement, ce qui provoquait son abandon. Fortement abîmée, la belle anglaise n'allait probablement pas pouvoir être réparée pour les sprints du lendemain. Au tiers de l'épreuve, l'Aston Martin Vantage GPR pointait toujours dans le wagon de tête et c'est avec délectation que son équipage délaissait les pneus pluie pour des gommes slick qui allaient permettre au bolide de profiter au maximum de son potentiel. Au début, pour nous, c'était relativement bien et la voiture se comportait au mieux en pneus pluie. Mais dès l'instant où la piste s'est mise à sécher, cela s'est compliqué car on a perdu en efficacité pour une question de pression. La voiture est dès lors redevenue assez instable. Mais bon, maintenant tout va bien, la piste est presque sèche, la voiture est parfaite et on attaque. On vise la victoire. Derrière l'Aston Martin, l'Audi R8 LMS PK Car Sport de Bert Longin a longtemps sonné la charge avant de perdre du temps suite à cette pirouette dont l'origine était assez originale. Au début, tout allait bien, si l'on tient compte du fait que l'Aston Martin est trop rapide pour nous. Rapidement, j'ai remarqué que j'avais un souci avec le siège baquet. En fait, sa position changeait tout le temps et cela compliquait très fort la tâche, notamment dans le raidillon, dans le blanchiment et dans le double gauche. J'étais donc obligé de compenser avec les mains, ce qui m'a détruit physiquement.
ja, bewoog heel mijn zetel. Dus ik moest eigenlijk mijn positie vasthouden met mijn handen. Dus ik was eigenlijk fysiek totaal uitgeput. C'est dès lors la Dodge Viper Brass Racing de Jeffrey Van Hooydonk et Jerry De Weert qui surgissait pour se porter furtivement au commandement de la course. Peu de temps après, elle faisait néanmoins son apparition dans la pit lane, Van Hooydonk étant victime d'une crevaison. Plus loin dans le classement, le tiers de la course était l'occasion d'un premier bilan du côté des filles. La Porsche 996 GT3 Cup Yokohama Sky Limit 72, revendiquant toujours un podium en GT Challenger, quand bien même ce début d'épreuve était une double première pour Karen Vaas, qui avait pris le départ. J'ai pris le départ pour la toute première fois de ma carrière et je dois reconnaître que j'étais assez nerveuse. Mais une fois dans l'auto, tout s'est bien passé. J'ai dû aussi partir sous la pluie et ça non plus, je ne l'avais jamais fait avant. Mais je suis super contente, l'auto était très bonne et pour une première fois dans la pluie, c'était bien. Début de course sous forme de survie également pour la Ferrari F430 GT3 Curbstone FMA Racing de Rav Legels, Paul Stoffel et Patrick Van Glabeek, absente à Dijon, dont l'objectif était ici de franchir le drapeau à damier. Oui, assez difficile puisque j'étais entre deux périodes climatiques, entre la pluie et le sec. Et donc on était passé aux slicks, des slicks flambant neufs, donc vous imaginez bien, sortir de la trace du sec était extrêmement difficile. Et donc les 3-4 premiers tours, je me suis vraiment fait des frayeurs. C'était pas marrant du tout. Mais bon, après, ça a été quand même. La voiture était très bien réglée. On a une très bonne équipe, donc je suis très satisfait. Les choses se passaient par contre moins bien pour l'autre Ferrari, la 458 Challenge Scuderia Monza de Hans et Frank Thiers, qui s'immobilisait dans Blanchimont, en proie à des ennuis d'arrivée d'essence, avant d'être remorqué dans la pit lane. C'était un départ sur piste mouillée, mais il a rapidement arrêté de pleuvoir. Comme la trajectoire s'est mise à sécher, je suis rentré le premier et j'ai d'emblée pu faire la différence. On s'est propulsé dans le top 5 et on menait la classe avec une belle avance. Juste avant de rentrer pour faire le plein, j'ai vu le mot fuel apparaître sur le tableau de bord et je n'ai pas pu terminer ce tour. Si la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed Competition de Bouvy, Koons et Grandjean respectaient à la perfection son tableau de marche, elle laissait une poignée de secondes au cap de la mi-course lorsque le bolide faisait sa réapparition dans la pit lane avec un pneu à plat. Nettement plus grave pour la Dodge Viper Brass Racing de Jeffrey Van Hooydonk et Jerry De Weert, victime d'un bris de différentiel qui l'immobilisait en bord de piste, de quoi précipiter son abandon. À 1 heure de l'arrivée, l'Aston Martin Vantage GPR avait repris les devants, mais elle devait encore s'immobiliser une dernière fois. Elle emmenait dans son sillage l'Audi R8 LMS PK Car Sport et la meilleure des Porsche de la catégorie GT Cup, la 99 Belgium Racing de Derdal, Matheus et Heyer. Du côté des voitures de tourisme, si la 33 de Jussi Pes et Olivier a longtemps mené, c'est la Seat Leon Supercopa numéro 4 de l'équipe Pro Speed Competition, à la stratégie parfaite, qui allait décrocher la victoire au bout des 3 heures de course, avec notamment un éblouissant Christophe Corten aux manettes. C'était espéré mais certainement pas attendu. Mes équipiers ont fait un super boulot que je n'ai eu qu'à parachever. Sous la pluie c'était un peu plus difficile, mais dès l'instant où cela a séché, tout s'est bien passé et nous avons gagné. C'est donc dans l'allée des stands que la course s'est jouée au sein du Seat Trophy, Nicolas Jussi, Grégory Pes et Jean-François Olivier ayant perdu trop de temps face à leurs concurrents directs. On est content de la performance parce que la voiture elle est vraiment très bien. Je pense que dans les temps ça s'est vu aussi par rapport à la 4 de chez ProSpeed. Bon, on perd 1 minute par rapport à eux dans les stands. Bon, c'est l'avantage de rouler dans un team professionnel, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, ils ont un système qui leur permet de faire les ravitaillements plus rapidement que nous et voilà, c'est ça. Le top 3 de la catégorie tourisme pro était complété par les nouveaux venus hollandais, Gijs Bessem et Harry Hilders, qui ont très bien pris leur marque. En GT Light, la Ginetta Asturcia rescapée, celle de Guillaume et Édouard Mondron perdait beaucoup de temps en raison du remplacement d'une Durite. Elle ne pouvait que compléter le top 3 de la catégorie. Tout profit pour la jolie Aston Martin Vantage GT4 d'Albert Blum, Marc Allart et Jean-Marc Bourdouche, qui cueillaient une fois encore les lauriers d'argent de cette catégorie. C'est la Ginetta rescapée, celle de Jean-Marc Huberiken et Jean-Pierre Lequeux qui décrochaient la victoire sous les couleurs du Grand-Duché de Luxembourg. Mission accomplie pour le sympathique duo malchanceux en début de saison. Ça faisait 2 courses qu'on l'attendait, avec les problèmes qu'on a eu en début de saison, donc on est super content d'avoir fait un résultat pareil, et surtout ici à Spa-Francorchamps. Vous avez changé d'équipe, en tout cas de préparateur ? On a changé de préparateur après Zolder, où déjà en essai libre on a eu des gros soucis
qui nous ont empêchés de faire la course, ce qu'on n'avait jamais eu. Donc, ils ont fait un super boulot entre Zolder et Dijon et on a pu confirmer ici. Résultat identique à celui des manches précédentes en GT Challenger où la Porsche 911 GT3 Cup Team Allure de Michael Albert et Martin Vanhoff remportaient une nouvelle victoire, même si tout ne fut pas simple. Le duo remportait aussi le classement junior. Super beau résultat. J'ai pris un départ prudent parce que c'était sous piste mouillée et puis mon coéquipier a fait un relais toute beauté. Ensuite j'ai fait le travail et puis j'ai eu des petits soucis d'accélérateur qui restaient bloqués et j'ai su terminer la course, heureusement. Si la 34 avait perdu plus de temps dans le bac à gravier, peut-être la 73 de Bart Van Aren et Henk Hahn aurait-elle pu en profiter. 2 tours séparaient néanmoins les deux bolides au bout de la distance. Quant aux filles dans la course, Karen Vache, Charlotte Maas et Sarah Ganser, elles ont su éviter les problèmes pour compléter le top 3 de la catégorie GT Challenger. Une fois encore bien fournie, la catégorie GT Cup a proposé un très intéressant duel entre Porsche et Ferrari, jusqu'à l'abandon des frères Thiers. Auteur d'une course quasi parfaite, Dylan Derdahl, Chris Matheus et Kenneth Heyer ont remporté une nouvelle victoire, échouant au pied du podium absolu. Un résultat qui leur vaut la 2e place du championnat. On a réalisé une bonne performance et on s'est battu toute la course pour figurer le mieux possible au classement général. Mais ça n'a pas marché et on a fini 4e. Mais nous sommes satisfaits. Chris, 4e, pas loin du tout du podium. Effectivement, mais cette victoire de classe nous ravit car on réalise une nouvelle bonne affaire au championnat. On est très contents. Kenneth, une fois encore, sur la plus haute marche du podium. Jusqu'à présent, la saison est parfaite. On remporte chaque fois notre catégorie et on reste en lice pour le titre. Vivement la prochaine course. Au volant de la Porsche 911 GT3 Cup Max Racing, Koen Wouters et Dirk Van Elslander ont tout tenté pour prendre le meilleur sur la 99, sans succès néanmoins. Il convient donc de parler de résultats logiques pour la 8 au bout des 3 heures de course. C'était impossible, oui, on peut le dire. On a connu un très mauvais premier pit stop en restant beaucoup trop longtemps dans le stand. Il était dès lors impossible de gagner. S'il avait plu plus longtemps, on aurait sans doute eu plus de chances de gagner. Il n'aura manqué que 19 petites secondes à cette autre Porsche, la version Speed Lover Racing de Rick Redmans et Carlos Riva, pour s'offrir les lauriers d'argent, mais le top 3 de la 27 ne souffre d'aucune contestation. Dans cette véritable Porsche Cup, Peter Dubois et Thierry Verstraete sont parvenus à compléter le top 10 général. L'une des toutes belles performances de cette joute longue était à mettre à l'actif de la GC10 V8 BMW 1M d'Arnaud Gomez, Sarah Bovy et Grégory Servet, qui avait particulièrement mal entamé son week-end avant d'afficher une jolie maestria en course, remportant la victoire en silhouette Pro Evo et s'offrant un top 5 absolu. Je dois tout d'abord tirer un grand coup de chapeau à l'équipe GC Automotive qui a travaillé longtemps pendant la nuit pour réparer ma petite boulette des essais vendredi où j'étais un petit peu trop optimiste à Blanchimont, donc ils ont très bien travaillé, je leur en remercie. Puis la course, bah oui, c'est un rendez-vous, c'est plutôt un résultat très chouette. On avait espéré un tout petit peu mieux au vu des données qu'on avait en qualification, mais petite erreur de stratégie, on est passé 2 minutes de trop dans les stands. Donc voilà, c'est positif, on est à l'arrivée, on est premier de catégorie. Pour Sarah, c'est très chouette pour le championnat. Et je suis très heureux d'être de retour en BRCC pour cette course. Pour ce qui est du top 3 général de cette épreuve du BRCC Endurance, il a été marqué par un final à rebondissement, une crevaison renvoyant in extremis l'Audi R8 LMS PK Car Sport au 3e rang, de quoi lui coûter la tête du championnat. C'est une petite déception d'un côté, mais de l'autre, pour le même prix, on aurait pu prendre 0 points. Je suis en tout cas ravi qu'Anthony soit parvenu à atteindre l'arrivée sur 3 roues, car quoi qu'on en pense, ce genre de voiture reste plus efficace sur 4 roues. En sport automobile, il est bien connu qu'une course n'est pas jouée tant que le drapeau à damier n'est pas franchi. En quelques secondes, la Porsche Pro Speed Competition de Bouvy, Kunz et Grandjean a accédé au 2e rang, mais aussi à la tête de la compétition. Comme quoi une course n'est jamais finie tant que le drapeau à damier n'est pas abaissé. On s'attendait à terminer gentiment 3e et puis voilà, il y a eu un revirement en dernière minute. Là, Anthony a eu des problèmes dans les 3 derniers tours, je crois, et Fred a su le passer au dernier tour. Guerre de suspense par contre pour ce qui est de la victoire finale, l'Aston Martin Vantage GPR de Verberg, Dupont et Redont pouvant bénéficier d'une parfaite stratégie dans les stands pour ne pas perdre la moindre seconde. C'est avec près d'un tour d'avance que la belle britannique, frappée du numéro 100, décrochait une 2e victoire consécutive. En début de course, on a eu un peu peur. On voyait que les autres revenaient parce que c'est clair qu'au niveau puissance, on a un petit avantage. Sous la pluie, cet avantage est moins marquant. Donc on avait un peu peur de Kumpen qui revenait notamment. Puis après, la piste s'est asséchée et on a tourné assez vite pour se faire une avance nécessaire et pouvoir ne plus être inquiété. Ensuite, mes coéquipiers ont fait ce qu'il fallait. Et, au résultat, on a une bonne victoire et on est content.
À l'issue de cette troisième joute du BRCC Endurance, Fred Bouvy, Damien Kounz et Didier Grandjean prennent la tête de la compétition avec 129 unités, soit 5 de plus que Derdal et hier et 6 de plus que Kumpen, Longin et Mackelberg. Ce qui nous amène le dimanche en fin de matinée par une météo presque pluvieuse qui ne manquait à personne pour le Belgian Racing Car Championship en mode sprint. Comme le veut désormais la tradition, 2 sprints de 35 minutes, chacun divisé en 2 segments figuraient au programme. À l'issue des essais qualificatifs, c'est la Ginetta Sturcar d'Edouard et Guillaume Mondron qui décrochaient la pole. Avec à ses côtés la GC10 V6 de Michael Schmetz, le duel entre ces deux-là pouvait donc se poursuivre, d'autant que Pierre Piron était présent, mais sans voiture. La pole position et la deuxième hier pendant la course endurance a eu un accident qui ne nous permet pas de pouvoir prendre part à cette course sprint, c'est dommage. Un accident qui ne nous permet pas de pouvoir prendre part à cette course sprint, c'est dommage. Et c'était parti pour le premier segment du sprint 1 avec un départ donné dans des conditions piégeuses à souhait, une fine pluie s'abattant sur Spa, ce qui allait nous valoir une bonne dose d'émotion forte durant les premières minutes. On embarque dans la silhouette BMW MTO Racing d'un nouveau venu, Bernard Andrifos, pour revivre cet envol, histoire de se rendre compte de la complexité de la situation, notamment le premier passage dans le raidillon où Michael Damoiseau, sur la Ginetta Prime Racing, allait déjà partir à la faute. Au freinage des comptes, Michael Schmetz menait la danse avec sa GC10 V6 BMW, bien décidé à poursuivre sur sa lancée du début de saison et sa victoire à Zolder. Mais pour le pilote G-Enjoy, la situation allait très rapidement se compliquer, conséquence d'un bris mécanique à l'avant de l'auto. Un spectaculaire accident que l'on revoit de l'extérieur, de quoi confirmer l'intensité du choc. Course terminée pour Schmetz qui s'en tirait heureusement indemne. Schmetz out, c'est un autre nouveau venu, Hino Kenis, qui plaçait sa BMW 130i au sommet de la hiérarchie à la surprise générale, emmenant dans son sillage la Ginetta de Guillaume Mondron et la BMW M3 GT4 d'André Grammatico et la Ginetta G50 d'Yvan Muller. Une situation qui allait néanmoins rapidement se décanter, Guillaume Mondron se remettant assez vite d'un écart de trajectoire pour reprendre le meilleur sur Hino Kenis au freinage de la chicane et la Ginetta numéro 5 de prendre les rênes de la course. Dans le dos des leaders, un autre concurrent attirait tous les regards. Au volant d'une BMW M3 46 de l'équipe hollandaise JR Motorsport, Steve Van Mellingen revenait à ses premières amours en sprint. Parti depuis le fond de la grille de départ, il effectuait une tonitruante remontée qui allait le positionner dans le sillage du trio de tête à la fin du premier segment. Cette joute initiale permettait également aux observateurs et spectateurs d'apprécier le spectacle des Westfield Aero ayant déboulé dans le BRCC Sprint après la disparition de la compétition qui les accueillait jusque-là. Des bolides aux caractéristiques techniques assez différentes qui allaient assurer leur part de spectacle. C'est une histoire assez triste, car nous avions un chouette championnat avec beaucoup d'engagés. Il y avait une vingtaine de voitures en tout, et hélas tout s'est arrêté, et nous sommes ravis de pouvoir venir rouler chez Kronos. Loin devant les Westfield, Guillaume Mondron prenait le premier segment à son compte, précédant Hino Kenis et André Grammatico, et la leading car de monter en piste pour rassembler ce peloton. Et c'était reparti pour le deuxième quart d'heure du sprint 1 avec dès le départ une série d'attaques de Steve Van Mellingen qui prenait l'avantage sur André Grammatico. On passe dans l'habitacle de Hino Kenis qui se retrouvait à son tour flanqué de ce diable de Steve Van Mellingen et ce qu'on pressentait ne tardait pas à arriver, la BMW M3 parvenait à prendre le meilleur sur la BMW 130i. Devant, Guillaume Mondron ne se laissait pas distraire par cette empoignade inter-BMW, la Ginetta numéro 5 poursuivant sur le même rythme que lors du segment 1. Retour en compagnie de Hino Kenis pour qui les choses allaient se compliquer dans le raidillon pour une question d'aquaplaning, bien sûr. Si Kenis pouvait repartir, toute l'attention se portait vers la lutte pour la victoire au terme de ce sprint 1 avec un Steve Van Mellingen revenu dans le sillage de Guillaume Mondron. Une petite erreur de Guillaume Mondron dans le double gauche permettait à Van Mellingen de mettre le nez à la fenêtre, mais cette fois cela n'allait pas passer, le jeune loup à la Ginetta défendant avec acharnement sa position.
Un duel passionnant qui allait se poursuivre jusqu'au terme de cette première joute en mode court, la Ginetta et la BMW restant soudées l'une à l'autre. Mais dans le dernier tour, l'expérience de Steve Van Meningen allait faire la différence. La BMW M3 JR Motorsport parvenant à s'infiltrer pour se diriger vers la victoire. Une fois encore, le BRCC Sprint venait de nous offrir un bien beau spectacle. Comme chacun le sait, on a eu un accident hier en raison du bris d'une pièce. On est donc parti depuis la dernière place et j'ai effectué un tête-à-queue au départ. Ensuite une super remontée qui s'est achevée par une victoire. C'était assez compliqué avec les pneus slick, mais bon, mon expérience a pu faire la différence et j'ai pris l'avantage sur Mondron dans l'avant-dernier ou le dernier virage. Le vétéran français André Grammatico a assuré la 3e place et une nouvelle moisson de points au volant de sa M3 GT4 Espace Bienvenue. La plus belle performance de cette première joute est sans doute à mettre sur le compte de Bernard Dandrifos, quinquagénaire bontain qui voulait découvrir la compétition automobile de haut niveau et s'en retourner avec une plantureuse 4e place au volant de la BMW Silhouette MTE Racing. Je suis venu ici pour m'amuser et puis un petit peu voir comment fonctionnent ces voitures, ces vraies voitures de course. Parce qu'en somme, moi je roule en Fan Cup et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer une fois dans l'aventure avec une vraie voiture de course et des pneus slick, hein, c'est quand même tout à fait différent, quoi. Alors vos impressions après les essais ? C'est formidable, il ne faut absolument pas être distrait parce que vous regardez à gauche, vous avez fait 300 mètres. L'adhérence des pneus slick, c'est incroyable. Ici aux essais, j'ai réussi à prendre un petit peu mes marques. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que là, j'ai aucun repère sur la pluie. Donc voilà, c'est magnifique à vivre une expérience pareille. Quant à Guino Kennis, quelque peu secoué par sa pirouette dans le raidillon, il parvenait à terminer la course et donc à appréhender la suivante. Mais au fait, comment s'est imaginé ce retour dans les compétitions sprint en circuit ? J'ai choisi de participer à ce championnat après mon accident au rallye de Wallonie. Niveau physique, je ne suis pas encore au même niveau qu'avant. Et dans ces courses de sprint, on a le temps de se reprendre quelque peu, notamment grâce à la montée en piste de la Lening Car, les 10 minutes entre les deux joutes. Si la BMW de Van Meningen, lauréate au général, l'emportait aussi en tourisme pro, la Seat Leon Supercopa de Grégory Pes achevait la joute au 5e rang dans le sillage de Dandrifos. Quant au français Christophe Anctil, il immobilisait sa GC10 V6 BMW avant la fin du 2e segment afin de chausser des enveloppes de type pluie, ce qui lui permettait de se retrouver dans d'excellentes conditions avant d'attaquer le second sprint. Dans les rangs des Westfield, c'est le Hollandais Ragnar van der Heyden qui l'emportait, sans surprise, précédant Rudi Standaert et Manfred Verbeek. On repart pour 35 minutes divisées en 2 segments, une absente de taille dans le peloton de tête, la Ginetta Assurcar des Mondron, repassée par la pitlane. On notait également l'abandon de la BMW de Kennis qui ne repartait pas. On replonge dans l'habitacle de la BMW Silhouette de Bernard Dandrifos qui allait se faire surprendre dès le premier freinage. Idéalement chaussé depuis la fin de la joute précédente, Christophe Anquetil allait réaliser le premier tour parfait au volant de sa GC10 V6 BMW, au point de bondir de la 4e ligne pour se retrouver en tête de la course. Autre remontée impressionnante, celle d'Edouard Mondron, parti tout dernier, mais qui s'effrayait très rapidement un chemin au cœur de ce peloton, de quoi le positionner de manière provisoire au 3e rang. Dans ces conditions très pluvieuses, plusieurs concurrents allaient souffrir de buée sur leur pare-brise, ce qui allait occasionner plusieurs figures pas toujours contrôlées. Le plus mal loti était certainement le nouveau venu, Bernard Dandrifos, qui y allait de plusieurs erreurs durant cette joute, dont une pirouette impressionnante dans le raidillon, alors qu'il n'y voyait quasi rien. Si Christophe Anquetil menait toujours les débats à l'avant du peloton, André Grammatico finissait de son côté par subir les assauts d'un Édouard Mondron poursuivant sa remontée, la Ginetta prenant la mesure de la BMW avant de se lancer à la poursuite du leader. La fin du 3e segment était très spectaculaire, Mondron revenant dans le sillage d'Anquetil, mais cette fois rien n'allait y faire, le bolide blanc conservant l'avantage au moment de la montée en piste de la Lening Car. Ayant relayé Grégory Pes sur la Seat numéro 33 Team Allure, Nicolas Jussy se plaçait au 4e rang avant la joute décisive, précédant la Ginetta Prime Racing de Jean-Marc Ubereken et Michael Damoiseau. Au moment de l'ultime restart, Anquetil n'avait qu'un seul objectif, résister à la pression de Mondron, assurément pas simple.
Mais dès le premier tour, la situation était déjà claire. La Ginetta Asturcar numéro 5 parvenait à prendre le meilleur sur la silhouette BMW, Édouard Mondron se dirigeant vers une nouvelle victoire. Alors qu'il ne restait que 9 minutes à disputer, le BRCC Sprint rebondissait une nouvelle fois. La silhouette BMW de Christophe Anquetil retrouvant les rênes de la course suite à une erreur du leader. Stupéfaction dans le clan Asturcar, explosion de joie au sein de l'équipe Gomez, d'autant que cette fois, plus rien n'allait arrêter Anquetil, qui remportait à la surprise générale la 3e joute du championnat. Ça fait plaisir pour un retour. Comment dire ? Voiture réglée parfaitement sous la pluie, j'avais quelque chose de facile à rouler, sans forcer, donc sans prendre aucun risque. Donc belle course, un peu déçu, c'était, je ne sais pas si c'était Edouard, c'est Edouard qui roulait de fort et il a été victime d'un aquaplaning, enfin quelque chose, il ne peut rien faire, je suis juste derrière, la voiture elle part sur l'eau, c'est un poil dangereux aujourd'hui. C'est même un doublé des pilotes français auquel on assistait, André Grammatico parvenant à éviter toute erreur pour engranger les points de la 2e place au terme du 4e segment, de quoi le laisser 3e du championnat. Je suis vraiment super content. On est venu à Spa, on adore Spa, et alors quand il pleut et c'est un petit peu en plus gras, ça nous convenait vraiment. Donc voilà, il fallait rester sur la piste quand même, c'était un deal. Et puis voilà, enfin, les conditions étaient vraiment très difficiles. Il y avait de l'aquaplaning dans toutes les lignes droites, les freinages, donc vraiment c'était un gros challenge déjà de terminer. Et puis ma foi, je suis assez content, je suis même très content. Voilà, c'est le mieux que nous puissions espérer. On est parti 8e aux essais, donc voilà. Totalement improbable, ce podium spadois a été complété par le lauréat en tourisme pro, la Seat Leon Supercopa de Nicolas Jussy, désormais 2e du classement général de la compétition, toutes catégories confondues. On savait que sous la pluie on était très performant et bon, le résultat après lequel on courait déjà depuis pas mal de temps, un podium au classement général, ça y est enfin. Alors les conditions, elles étaient comment? On nous a dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau sur la piste. Oui, c'était très difficile, la piste changeait de tour en tour, il y avait des petites rivières qui se formaient sur la piste et c'était vraiment très piégeux. Mais bon, on est passé outre et on est 3e au final. Si Grammatico l'emportait en GT Light, le duo Uber-Econ d'Amoiseau positionnait la rescapée des Ginetta G50 GT4 de pointe au 2e rang, soit la 4e place absolue. Le podium en GT Light était complété par la Porsche 911 GT4 de Philippe Huard et Yola Mens, moins à son affaire qu'à l'accoutumée, mais finalement présente dans le top 5. Une autre Ginetta, celle d'Yvan Muller, se positionnait au 6e rang, après avoir également évité bien des embûches. Dans les rangs des Westfield, il n'y en a eu que pour le Hollandais Ragnar van der Heyden, qui réussissait l'exploit de prendre la 7e place absolue, après une douche permanente durant le second sprint. Course très difficile entamée sur le sec, ce qui est toujours sympa, avant que la pluie ne fasse son apparition. Là, c'est devenu plus compliqué, avec une voiture qui glissait tout le temps et qui n'avait plus de grippe. C'était de la glisse permanente, mais c'était sympa. Van der Heyden devançait finalement le duo composé de Jeff Van Mechelen et Patrick Engelen, ainsi qu'un autre duo avec Benjamin Mertens et Manfred Verbeek. Dimanche assez compliqué pour le Suisse Patrick Noss, dont on attendait sans doute davantage de la très belle Mazda 3, mais dans ces conditions particulières, le pilote est déjà parvenu à ne pas abîmer son auto. Autre Seat Leon arrivé au bout de ses 4 segments, celle de John Pilet et Jacques Nagno a complété le podium en tourisme pro. Au moment de retrouver les lauréats sur le podium, un rapide calcul des points permettait de se rendre compte que le BRCC Sprint s'offrait lui aussi un nouveau leader en la personne de Grégory Pes, présent aux côtés de Nicolas Jussy ce week-end, ce qui constituait une excellente idée. C'est super chouette, Nico a fait une super course et je pense qu'on a bien réussi tous les deux. Alors est-ce que vous savez qu'au championnat vous êtes le nouveau leader? Il paraît, oui, j'ai entendu ça, qu'on était bien placé, donc on va essayer de faire un maximum pour le reste. Hein. C'est inattendu ça? Un petit peu quelque part, on l'avait dans un coin de la tête, mais on le maintenant qu'on y est, pourquoi pas le garder, et essayer de le garder jusqu'à la fin de la saison. Lors de ces 2 prochaines joutes, le BRCC retrouvera le circuit de Spa-Francorchamps et l'acte 4 aura lieu en levée de rideau des 24 heures de Spa, le dernier week-end de juillet, devant des tribunes très bien garnies.